Nous traitons 3 sujets avec notre invité. Ce soir, on va parler de la République démocratique du Congo, évoquer le procès Kamere, jugé pour détournement de fonds présumés. Nous allons parler également du Burundi, où le général Ndayishimiye a été déclaré vainqueur de la présidentielle. L'opposition conteste. Et puis en Côte d'Ivoire, le FPI en cours de réunification en vue de la présidentielle de novembre. J'aborde ces sujets avec Maître Eric et Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Maître Sosa, bonsoir. Bonsoir Samuel Niaoui. La République démocratique du Congo, le 11 mai dernier, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison centrale de la Makala, avait tenu sa première audience dans l'affaire ministère public et partie civile contre Vital Kamere et consorts. Monsieur Kamere, directeur de cabinet du président Tshisekedi, est poursuivi pour détournement de fonds à propos de la construction de maisons préfabriquées dans le cadre du programme dit des 100 jours du président Tshisekedi. Maître Sosa, c'était un signal très positif que la justice RD congolaise avait envoyé au monde entier. Même les gros requins ne sont pas tellement à l'abri de poursuites. Mais écoutez, oui, c'est un signal extrêmement positif. Nous pouvons souhaiter que cette politique et cette ligne de conduite soient pérennes jusqu'à la fin du mandat de M. Tshisekedi, pour ancrer dans les habitudes la culture de l'impunité et surtout de l'intouchabilité pour un certain nombre de caciques qui, sous prétexte qu'ils sont, que le pouvoir leur est redevable, commettent des exactions au préjudice de l'intérêt public, parce que quand même ce n'est pas rien. Ouais. Le directeur de cabinet du chef de l'État, c'est un personnage qui parfois est au-dessus du Premier ministre. Parce que le Premier ministre lui-même, parfois, doit passer par lui pour avoir accès au chef de l'État. Et certains dossiers lui sont soumis préalablement avant que le chef de l'État ne les connaisse. Ouais. Donc, oui, on est là au cœur du pouvoir. Et je n'imagine pas une seule seconde. C'est-à-dire que, bon, si tu veux, la défense de M. Monsieur Kamere mélange un peu les genres. On laisse supposer que ce serait une chasse aux sorcières anticipée parce qu'on a signé des accords au terme desquels en 2023 c'est à lui que reviendrait le tour de se présenter. Alors donc il s'agit de le neutraliser. Non, je crois que cette défense-là, elle est totalement inopérante et elle n'est pas acceptable. Pourquoi ? Je ne connais aucun juge dans aucun pays d'Afrique et notamment en RDC qui s'aviserait d'aller chercher le directeur de cabinet s'il n'a pas un dossier solide, relativement ficelé, relativement bien ficelé. Aucun ne le ferait. Et pour faire cela, il est obligatoire que le chef de l'État soit informé, il est obligatoire qu'il donne son assentiment, parce que sinon, alors c'est lui qui empêche la justice de fonctionner. Il est temps que la justice s'affranchisse de la tutelle de l'exécutif systématiquement, comme ça se voit. Mais bon, quand je vous dis cela, vous savez, aux États-Unis, nous avons un exemple éclatant d'empiètement permanent de l'exécutif dans le judiciaire. Bon, ce qui plaît à M. Trump doit trouver une confirmation à la Cour suprême des États-Unis. C'est un scandale total, c'est un recul de la démocratie et c'est à désespérer de la séparation des pouvoirs. Mais bon, si dans un pays africain, en RDC notamment, on a ce profil, on a, si vous voulez, ce style de gouvernance, je pense qu'on ne peut que s'en féliciter et souhaiter que ça aille jusqu'au bout. Si M. Kamere est innocent, mais qu'il soit innocenté, blanchi, que son honneur soit restauré et lavé. S'il est coupable, il faut que la rigueur de la loi soit implacable. C'est tout. Mais à ce moment on était arrivé au moment de la procédure où la justice a trouvé utile de placer M. Kamere dans les liens de la détention préventive. Ça veut dire que, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, le dossier est tellement solide qu'on a eu l'outrecuidance de placer le directeur de cabinet en détention préventive. Vous savez quoi ? Très souvent, ici à Lomé, on arrête des gens et on les place en détention préventive pour une question de faux documents dans une transaction quelconque, d'achat de voiture ou d'enlèvement d'un véhicule ou de marchandises au port. Ce sont des gens qui
par ailleurs, ont des garanties de représentation. Oui. Ils n'iront faire pression sur personne, mais on les place quand même en détention préventive. Voyez ? Alors, quand à ce niveau de puissance, vous avez quelqu'un qui est suspect d'avoir commis des actes qui, s'ils sont avérés, sont considérables en termes de responsabilité pénale. Vous le laisserez dehors, il influencera tout le monde, il fera capoter toutes les enquêtes parce qu'il est super puissant. Alors quand ces avocats disent, si j'étais dans leur cas, je crois que par réflexe, je le ferais aussi. La même chose, Mais là, ici, je suis un citoyen africain lambda qui réfléchit sur la marche des choses, la bonne marche notamment. Eh bien, il est tout à fait sain que ce monsieur soit placé en détention provisoire, parce que si on le laisse en liberté, il peut créer toutes les collusions possibles pour complètement enfariner l'enquête. Oui. Donc c'est une mesure de sûreté qui paraissait indispensable vu le profil du personnage et vu la gravité des faits. Donc là, pour le coup, la détention provisoire se justifie. Mais attendez quand même, un directeur de cabinet du chef de l'État, il est en détention en quartier VIP. C'est pas à la soupe commune du détenu lambda à la Makala. Non. Donc, quand même, n'exagérons rien. En même temps, l'affaire Caméré, même si elle est révélatrice de ce que le pouvoir judiciaire est suffisamment indépendant au niveau de la RDC, elle montre quand même que dans l'entourage du chef de l'État, on a l'impression qu'il y a eu un problème de casting. Non. Là, notamment, il n'y a pas eu de problème de casting. Parce que, si vous voulez, on avait dit ici, même, que l'élection ou le positionnement de Tshisekedi comme chef de l'État était une opération purement politicienne, et que le plus vraisemblable était que ce n'est pas lui qui a gagné les élections. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, quand on est dans cette position, étant un peu fantoche, on dépend de ceux qui vous ont fait roi. Et Caméré a beaucoup joué dans l'installation de Tshisekedi à la place où il est. Donc, quelque part, il ne pouvait pas, à cause justement des redevances qu'il a à verser au pouvoir sortant de Kabila, il ne pouvait pas se passer de certaines personnes, dont Vital Caméré. Donc, c'était la moindre des choses qu'il l'eût nommé directeur de cabinet, comme il l'a été lui-même d'ailleurs pour le sortant, le même Caméré. Il y a aussi un ministre en fonction actuellement qui est également impliqué dans la même affaire, d'où la question du casting qui revient. Non, attendez, vous pouvez parfois... d'abord, si les critères sont purement techniques, alors vous avez un gouvernement de technocrates qui ne comprennent rien à la chose politique et qui peuvent se planter aussi parce que, ils peuvent tout à fait flancher devant la facilité de gagner de l'argent en ne sachant pas de quoi demain est fait dans leur carrière politique. Ou alors, vous avez un gouvernement constitué ou un exécutif constitué de politocrates qui, eux, ne savent, sans faire que de la politique, vont absolument politiser tout ce que vous voulez faire. N'importe quelle décision doit être lue sous la grille du bénéfice politique. Et avec ces gens-là, à un moment donné, vous avez aussi ce genre de problème. Donc, non, c'est pas un mauvais casting en tant que tel. C'est la probité des gens quand ils sont aux affaires qui est toujours questionnée. Et vous prenez parfois les meilleurs, les honnêtes, les plus probants, et quand ils sont aux affaires, la main dans le cambouis, il arrive que les doigts glissent. C'est humain, ça. Donc, je n'irai pas dire que le casting était mauvais. Non. Est-ce que vous arrivez à comprendre quand même la ligne de défense de Caméré qui, quand on le suit très bien, je vais essayer de lire une partie de ses propos, on me reproche des détournements de deniers publics. Je voudrais que le procureur puisse démontrer comment j'ai détourné l'argent payé à M. Djamal. C'est-à-dire, pour lui, il n'a à aucun moment détourné de l'argent, alors qu'on sait qu'il était le directeur de cabinet du président et en charge du programme des 100 jours. Et l'argent a disparu. Principal. Alors, quand on est ordonnateur, ça veut dire qu'on surveille le flux des dépenses qui doivent être effectuées. Donc, dire qu'il n'en sait rien et que tout ça lui a échappé,
ou alors il est un très mauvais cadre d'État, ou alors il est un très mauvais menteur. Mais dans les deux cas, c'est incroyable, invraisemblable que quelqu'un à ce niveau de responsabilité dise « Moi, je ne sais pas, il y a eu de l'argent qui a été payé, mais je ne sais même pas qui l'a reçu ni combien. » Mais alors pourquoi il est ordonnateur? Pourquoi il est directeur de cabinet? Pourquoi il est en charge de gérer le dossier des 100 jours? Pourquoi? Donc, il n'est au courant de rien de ce qui se passe en mal, il est au courant de tout ce qui s'est fait en bien. Et d'ailleurs, c'est à lui qu'on le doit. Ça, c'est pas possible. C'est absolument... Mais comment ça se fait qu'il choisit cette ligne de défense? Écoutez, je ne sais pas, je ne connais pas le dossier, je ne sais pas les éléments qui sont dedans, et je ne suis pas à la place de ces avocats. Mais bon, peut-être que c'est évident pour monsieur tout le monde que tenir de tels propos, ça relève de, je sais pas moi... de l'amateurisme, oui, de l'amateurisme. Non, mais alors que c'est un crack. Là, vous voyez, on a quand même le grand caïd politique qui est en train de se déliter devant tout le monde en faisant des petits mensonges comme l'enfant qu'on attrape avec des bonbons dans la main et qui dit qu'il n'a pas mis la main dans le pot. Mais ça va pas. Ça va. Deuxième sujet, nous parlons du Burundi. Le général Ndayishimiye déclaré vainqueur de la présidentielle. L'opposition qui conteste, la commission électorale a proclamé lundi 25 mai dans l'après-midi les résultats provisoires des élections présidentielles, législatives et municipales du 20 mai. Et donc, selon les chiffres, le général Évariste Ndayishimiye, le candidat du parti au pouvoir CNDD-FDD, qui emporte ce scrutin avec une très large victoire, 68,70%. Et ces résultats sont d'ores et déjà contestés par son principal challenger, Agathon Rwasa. Mais Maître Sosa, il n'y a aucune surprise dans l'issue de cette présidentielle burundaise. Non, il n'y a aucune surprise et on peut même aller jusqu'à dire que c'est une non-élection. Non-événement, non-élection. Écoutez, non. Bon, vous voyez, c'est un peu cela aussi le problème, mais ça pose des questions qui sont beaucoup plus graves que ça. À quoi servent les élections en Afrique? C'est la grande question. Vous voyez, hier, on avait célébré le panafricanisme africain. Ouais. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive, de la même façon qu'on a accepté dans certains pays de partager la même monnaie, qu'on arrive à partager techniquement les mêmes mécanismes de surveillance des élections. Je pense qu'il n'y aura rien de mal. Il ne faut pas qu'on s'abrite derrière des nano-souverainetés pour dire nous sommes souverains, on a le droit de faire ce qu'on veut chez nous, il ne faut pas qu'on s'en mêle. Non, ça ne marchera plus. C'est-à-dire que si notre génération le subit encore, les générations à venir doivent se battre pour obtenir cette avancée démocratique. Si on veut que la démocratie avance réellement, il faudrait qu'on arrête avec ces sénies, ces histoires ces bidules, commission nationale indépendante. On sait qu'ils ne sont indépendants de personne. Ils ne sont pas des partis qui les composent. Ils ne le sont pas du pouvoir qui les nomme. Mais on nous dit que ce sont eux qui sont chargés d'organiser et de prononcer les résultats des élections. Alors, on sait d'avance quelle est l'issue du scrutin quand vous avez ce dispositif ab initio. Vous comprenez? Donc, du coup, si vous voulez, à chaque fois, on a des élections qui sont des parodies et qui n'emportent aucune adhésion de personne, qui n'ont plus aucune crédibilité, mais on a l'impression que c'est la réplique. À chaque fois qu'il y a des élections en Afrique, on sait à l'avance ce qui va se passer. On a très rarement des surprises. Vous voyez? Et le cas burundais est une caricature. Attendez, vous l'avez dit vous-même, ce résultat, il était attendu. C'est juste le chiffre. Par commodité ou par pudeur, on rajoute 2 ou 3% de plus pour faire bien, pour donner un peu plus de crédit, plus ou moins. Bon, voilà. C'est à quoi ça ressemble. On aura des élections définitivement crédibles le jour où. Et ça, c'est une théorie que je défends. Oui. On décidera que, par exemple, l'espace UMOA ou CEDEAO, le collège qui va surveiller les élections, qui va certifier les résultats, sera constitué de gens qui ne devront rien au pouvoir, rien aux partis politiques en lice. C'est-à-dire, si les élections se passent au Mali,
aucun Malien ne sera dans le dispositif de contrôle et d'organisation. Ce n'est pas une honte que des Guinéens, des Togolais, des Béninois s'associent pour vérifier la crédibilité d'élections qui se passent au Mali. Ça ne fera honte à personne. Et ça ne fera perdre de souveraineté ni de crédit à aucun pays de faire les choses comme ça. Ça nous fera gagner du temps. Ça évitera les crises post-électorales et ça va nous permettre d'affermir la démocratie et la paix qui doit être le but principal que nous poursuivons lorsque nous organisons des élections. En même temps, Maître, vous avez eu des pays où on a eu des étrangers à la tête des commissions électorales. Je pense notamment au Mali, en Guinée, au Mali, le Malien. Oui. On a eu des étrangers, mais on connaît l'issue. Et tout le monde a dit... on connaît l'issue parce qu'on est allé dire qu'il a été soudoyé, il a été acheté. Mais écoutez... Ça revient au même finalement. Imaginons. Parce que l'étranger, quand vous le mettez à la tête... Bon, j'ai rien à foutre de ce qui peut arriver dans ce pays. Je prends l'argent, je fais mon truc et puis je m'en vais, je fais mon job en mercenaire. Ouais. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez, comme par exemple quand on juge les gens à la cour d'assises, on désigne un jury populaire. Ouais. Les gens qui vont s'asseoir pour juger ne savent pas le matin s'ils vont être retenus ou pas. Si on fait la même chose, on prend des gens qualifiés, on les désigne, ils viennent et au moment de passer à l'acte, ils sont tirés au sort, vous n'aurez plus ce genre de phénomène. Voyez ? Et du coup, on aura des CENI qui seront purement techniques, parce que compter les résultats d'une élection, c'est purement mathématique. Oui. Ça n'a rien à faire avec la politique. On n'a pas besoin d'avoir des représentants de partis politiques pour faire le recollage, enfin, le regroupement des résultats et de dépouiller. Un enfant de 7 ans est capable de faire ça. Mais en même temps, dans le cadre du Burundi, est-ce qu'on n'aura pas aussi le tort d'avoir la critique un peu trop facile en croyant que le CNDD-FDD n'est pas si populaire, ne peut pas remporter du scrutin? Écoutez, tout le monde sait, ce pays est douloureusement éprouvé politiquement depuis 15 ans, mais depuis toujours. Il y a toujours des violences atroces. On a eu des quasi-génocides au Burundi aussi. Ouais. Sauf que là, c'est inversé. Ouais. Les victimes sont Hutus, etc. Alors, les Hutus, ils se vengent, ils prennent le pouvoir. Et quand Melchior Ndadaye, en 1993, premier président Hutu élu du Burundi, il n'a pas fait 3 mois au pouvoir. Il a été assassiné par l'armée. C'est les mêmes qui sont toujours là. Oui. Sauf que bon, on met à la tête ou des Hutus ou des Tutsis, et selon que le pouvoir est Tutsi ou Hutu, quand vous êtes dans l'autre camp, vous morflez, vous subissez. C'est toujours la même chose. Non, mais il faut qu'on sorte de ça. Et quand on me dit légitimité du pouvoir, etc., mais attendez, moi je suis pour la démocratie totale. Et je suis l'avocat de la démocratie, c'est-à-dire qu'on en finisse avec des gens qui vont voter et des gens qui ont le droit de s'abstenir. La démocratie totale, ça veut dire le corps électoral est composé de tous les gens qui sont en âge de voter, et au moins comme ça on fait les comptes. Mais quand vous avez 10% du corps électoral qui sont allés effectivement voter, et que le résultat sort, et que c'est la majorité de ces 10% qui impose sa volonté au reste de la population, aux 90%, je dis que nous ne sommes pas en démocratie et que c'est une parodie et qu'on ne peut pas l'accepter. L'Afrique, pour s'inculturer les prémices de la démocratie, doit opter pour des visions et des options techniques fortes. On a besoin de ça. Ça me rappelle un peu l'ancien Premier ministre anglais qui disait que la démocratie est un mauvais système, mais c'est le moins mauvais des systèmes. Oui, c'est l'Israélien qui a dit ça, mais oui, c'est le moins mauvais des systèmes. C'est pour ça que je dis, on ne peut plus répudier. La participation n'est pas non plus obligatoire. Si, dans certains pays, dans certains pays, la Belgique, la participation est obligatoire. Oui, bien sûr. Mais dans beaucoup de pays, elle ne l'est pas, et donc ceux qui choisissent de ne pas y aller, parce que quand on est aussi en démocratie, c'est ça aussi le principe. Tout le monde est libre, je suis libre d'aller voter alors, dans ou pas. ce cas, je vais être brutal. Dans ce cas, vous fermez votre gueule pendant le mandat de celui qui a été élu par les autres. Vous ne dites rien, vous n'avez pas droit à la parole, et même pas à la critique en tant que société civile. Participez, faites votre job. Si vous ne voulez pas de ce pouvoir, allez élire un autre pouvoir à sa place. Là, vous êtes crédible. Mais si vous restez tranquille chez vous, et que quelqu'un d'autre le met, et que vous venez critiquer tous les matins, eh bien, vous n'avez pas de crédit,
Et donc pas de légitimité à critiquer. Alors, Maître Sosa, On peut avancer comme ça? Est-ce qu'il n'est pas possible de donner au général Ndaye Chimie le bénéfice du doute? De quel doute? Bon, ok, d'accord. Qu'il se transforme en un Joao Lorenzo, parce par exemple. Parce qu'on le présente comme quelqu'un de plus ouvert. Ou quelqu'un de fantoche. Quelqu'un de fantoche, c'est un militaire qui est placé par des militaires aux grandes dames de comment ça s'appelle, Nkurunziza, qui en voulait un autre, ouais. Et c'est un pouvoir fasciste qui est tenu par ailleurs par des milices dans les rues. Ils n'ont même pas besoin d'envoyer les militaires. Ils ont des milices pour faire le job. On met tout le monde au pas. Les Imbonerakure. Ben ouais, les Imbonerakure, c'est ce qu'ils font. Si tu n'es pas d'accord, ils vont brûler ta maison. Tu vas avoir des accidents bizarres de la circulation. Et on va te retrouver à la morgue. Ben, c'est un accident, point. Aucun policier n'ira faire une enquête. C'est ça aussi un pays démocratique? Non, soyons sérieux. Troisième sujet, la Côte d'Ivoire. Le FPI en cours de réunification en vue de la présidentielle de novembre prochain. On le sait, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo est divisé en deux. Il y a les Gbagbo ou rien, qu'on appelle le GOR, et également le parti, lettre L, fidèle à l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Mais dans la perspective de la présidentielle de novembre prochain, eh bien, le FPI amorce une réunification. Ce sera de bonne guerre pour ce parti? Oui, s'ils parviennent à la réunification, oui, absolument. Parce que bon, là aussi en Côte d'Ivoire, il faut que se créent les conditions véritables d'une alternance. Bon, depuis Houphouët-Boigny, on a eu Konan Bédié, Robert Gay, c'était une transition, mais qui s'est terminée de façon dramatique. Et on a eu Gbagbo qui, pendant 10 ans, n'a pas pu gouverner. Et maintenant, on a Monsieur Ouattara, qui, avec ses alliés, ses faiseurs de roi et ses faiseurs de guerre, est au pouvoir depuis 10 ans, et ça vise enfin de renoncer au pouvoir. Maintenant qu'il l'a conquis par les armes et qu'il l'a exercé, il veut le faire durer en protégeant ceux qui l'ont aidé, ses collaborateurs les plus fidèles. C'est pas ma conception de la démocratie non plus. Donc oui, il est bon qu'il y ait une alternance en Côte d'Ivoire. Il est bon, avant qu'elle n'advienne, qu'il y ait des conditions politiques qui apaisent le climat avant d'aller au scrutin. Parce que personne n'a envie de reconnaître encore une crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Dans le fond, quand on prend les deux ailes du FPI, on sait que Pascal Affi-N'Guessan ne draine pas grand monde. Est-ce qu'on aura à se gêner de discuter avec lui pour le ramener à la raison? N'en faisons pas des questions de personne. Pascal Affi-N'Guessan, bon, sans Laurent Gbagbo, il n'était rien. Oui. Et après Laurent Gbagbo, il est réduit à lui-même. D'accord? Bon, parce qu'il n'a plus, si vous voulez, le carburant psychologique que représente l'assentiment de Gbagbo et son adoubement. Bon, n'ayant plus ça, il est réduit à sa propre expression, à sa simple expression politicienne, au sein de son parti et dans l'image publique qu'il a en Côte d'Ivoire. Bon. Maintenant, essayons de sortir un peu de ça. Le FPI n'y parviendra pas seul. Il y a des alliances possibles avec le PDCI. C'est à l'ordre du jour. Ils sont en train d'y travailler. Il faut voir avec qui. Il y a énormément de cadres compétents en Côte d'Ivoire. Et il faut arriver à sortir de ces querelles de personnes parce que bon, l'obésité des égos des uns et des autres va encore faire capoter les chances de l'alternance en Côte d'Ivoire, ce serait dramatique. De toute façon, parmi les partis qui sont à même de jouer le rôle de véritable challenger, c'est entre FPI et PDCI. Oui, principalement. Oui, parce que s'ils y arrivent, vous savez, en ce moment, le RHDP n'est pas en super forme non plus. Oui, son dauphin du président également qui a... Vous avez tout ça, donc eux aussi vont avoir un problème de personne parce que c'est pas sûr que le dauphin désigné soit apte pour concourir. Oui. Bon, et il n'est pas probablement. C'est-à-dire, il suffit pas d'être cadre d'État, haut commis de l'État pour réunir toutes les qualités lorsqu'il s'agit de sortir d'une crise. Et là, c'est pas une affaire de technocrate. Il faut des personnalités qui ont quelque chose de plus que d'avoir été des ministres compétents. Vous voyez, donc c'est la raison pour laquelle la crédibilité de l'image politique est importante. Donc il faut des politiciens de grand calibre, parce qu'on en a besoin. Puisqu'on a choisi
ce mode de gouvernement, il faut que nous le fassions avec des gens qui savent faire. C'est pas mon métier. Je suis un commentateur, un observateur de la chose politique, c'est tout. Mais quand il arrive à certains moments, ça ne suffit pas d'avoir été un serviteur zélé. Il faut quelque chose de plus. Et ce supplément d'âme-là, apparemment, beaucoup ne l'ont pas en ce moment. Et c'est ce qui va poser problème. Maître Sosa, merci. La pause. Regard croisé juste après.